mon mari m'a dit de ne pas rentrer à la maison pour Noël. La vraie mère des enfants sera là, a-t-il dit. Ce sera plus simple si tu n'es pas dans les parages. J'ai donc passé le réveillon de Noël à ma façon. Mais juste après minuit, mon mari a appelé. Il semblait stupéfait. Pourquoi passes-tu aux informations? À 6h17 le matin du réveillon de Noël, mon mari se tenait à côté de la cafetière et m'a dit de ne pas rentrer à la maison ce soir-là. La vraie mère des enfants sera là, a dit Marc. Ce sera plus simple si tu n'es pas dans les parages. J'ai cru qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Je me tenais au comptoir de la cuisine dans ma robe de chambre, coupant des brioches à la cannelle dans un plat de cuisson en verre. Le café venait de finir de couler. Les lumières du sapin étaient encore allumées de la veille et, dehors, par la fenêtre de notre cuisine, où Orsington était si grise et froide que l'herbe semblait poudrée de givre. Je l'ai regardé fixement. Pardon? Marc s'est frotté la nuque. Il faisait toujours ça quand il savait qu'il était sur le point de dire quelque chose qu'il ne pourrait pas retirer. Denise arrive cet après-midi, a-t-il dit. Tu sais, elle a eu une année difficile, le divorce, son retour de l'Arizona, tout ça. Evan et Sophie veulent passer du temps avec elle. Je savais que Denise venait. Cette partie n'était pas une nouvelle. Je le savais depuis 3 semaines. Une place était mise pour elle à la table de la salle à manger. En fait, il y avait 6 places. Marc, moi, Denise, Evan, la femme d'Evan, Rachel, et Sophie. Le réfrigérateur était rempli de nourriture que j'avais achetée 2 jours plus tôt. Du jambon glacé au miel, de la sauce au canneberge, de la crème épaisse, des œufs, du bacon, une barquette de champignons parce qu'Evan avait décidé, vers l'âge de 26 ans, que les haricots verts avaient besoin de champignons pour être considérés comme un plat d'adulte. J'avais aussi emballé un petit cadeau pour Denise. Rien de personnel. Une belle bougie et une bouteille de lotion pour les mains. Je n'essayais pas de devenir sa meilleure amie. J'essayais de me comporter comme une femme adulte à Noël. Alors, j'ai dit lentement, tu invites ton ex-femme dans notre maison et tu demandes à ta femme de partir? La bouche de Marc s'est crispée. Ne fais pas en sorte que ça paraisse horrible. J'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle. Comment devrais-je le faire paraître, Claire? Non, je suis sérieuse. Donne-moi la version plus gentille. Il a pris sa tasse de café, mais n'a pas bu. Les enfants veulent juste un Noël où leur mère peut se détendre, et ma présence dans la maison l'en empêche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que ce serait plus simple si je n'étais pas là. Il a soupiré comme si je l'épuisais. Cela m'a dérangé presque autant que la demande elle-même. Donne-leur juste un Noël, a-t-il dit. Ça m'a arrêté. J'ai posé le couteau. Un Noël. Marc a détourné le regard. J'étais marié avec lui depuis 11 ans. Je connaissais Sophie depuis ses 14 ans et Evan depuis ses 17 ans. Quand Sophie a accidenté sa Civic sur la route 315 pendant une tempête de verglas, c'est moi qui suis resté à ses côtés aux urgences jusqu'à presque minuit, pendant que Marc était coincé à Cleveland pour le travail. Quand Evan a perdu son premier emploi après l'université, je l'ai aidé à réécrire son curriculum vitae à notre table de salle à manger et j'ai couvert une partie de sa caution d'appartement jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Je ne leur ai jamais demandé de m'appeler maman. Je n'ai jamais rivalisé avec Denise. Quand Marc se plaignait d'elle, je lui disais généralement, elle reste leur mère. Fais attention à ce que tu dis. Apparemment, toute la place que j'avais passé des années à faire pour tout le monde était finalement devenue suffisante pour m'enlever complètement. J'ai croisé les bras. Evan t'a-t-il demandé de me dire de ne pas venir? Marc a froncé les sourcils. Ils ne veulent pas de tension. Ce n'était pas ma question. Claire, ne transforme pas ça en interrogatoire. Est-ce qu'Evan a demandé? Non. Pas exactement. Est-ce que Sophie l'a fait? Il n'a pas répondu. C'était suffisant. J'ai regardé mon téléphone posé sur le comptoir. Pendant environ 3 secondes, j'ai envisagé d'appeler Sophie. Puis je me suis imaginé en train de dire, « Chérie, est-ce que tu veux de moi à Noël ?» Je ne pouvais pas le faire. J'avais 52 ans. Je dirigeais les opérations d'une coopérative de crédit avec plus de 100 employés. J'avais survécu à un divorce dans la trentaine, à un père atteint de démence et à une fusion qui avait failli éliminer mon service.
Je n'allais pas supplier une jeune femme de 25 ans de m'autoriser à m'asseoir à ma propre table de salle à manger. D'accord, ai-je dit. Marc a cligné des yeux. D'accord. Je t'ai entendu. Ses épaules se sont visiblement détendues. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé, pas cassé. Ça semble trop dramatique. Ça a basculé. Parce que jusque-là, une partie de moi s'attendait encore à ce qu'il m'arrête, qu'il dise « Attends, c'est ridicule ». Au lieu de cela, il a semblé soulagé. À 8h40, j'avais mis un jean, un pull, des articles de toilette et un pyjama dans un petit sac de voyage. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte de notre chambre. « Tu pourrais rester au Marriott en ville », a-t-il dit. « Commander le service en chambre. Fais-toi plaisir. » J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Ça a l'air sympa. Il a souri, passant complètement à côté de l'essentiel. En bas, je me suis arrêté près de la salle à manger. La table était belle. Des assiettes blanches, des serviettes rouges, des branches de pin au centre avec de petites bougies à piles glissées entre elles. 6 places. J'avais mis ma propre place la veille. Je l'ai laissée exactement là où elle était. À la porte d'entrée, Marc m'a embrassé sur la joue. Merci de comprendre. Je l'ai regardé. Je comprends plus que tu ne le penses. Puis je suis parti. J'ai roulé vers le sud sur High Street sans véritable plan. Le Marriott était à 15 minutes. J'ai dépassé la sortie. Quelques rues plus loin, j'ai pensé à Ruth Alvarez. Ruth dirigeait Arbor House, un refuge familial dans l'est de Columbus, où je faisais du bénévolat toutes les quelques semaines. Plus tôt ce mois-là, elle m'avait demandé si je pouvais aider pour le dîner du réveillon de Noël. Je lui avais dit « Non, ma famille vient ». Drôle de voir à quelle vitesse une phrase peut devenir obsolète. À un feu rouge, je l'ai appelée. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Arbor House, Ruth à l'appareil. Tu as encore besoin de bénévoles ce soir? Il y a eu une pause. Claire? Oui. Tu n'organises pas Noël? Changement de programme. Ruth me connaissait assez bien pour ne pas poser de questions tout de suite. Au lieu de cela, elle a dit, c'est le réveillon de Noël. Je manque de bénévoles, de serviettes en papier et probablement de patience. Je peux en apporter un. S'il te plaît, dis-moi que c'est la patience. Sans promesse. Elle a ri. Alors que je me dirigeais vers le centre-ville, Ruth a mentionné qu'une chaîne de télévision locale avait contacté le refuge plus tôt dans la semaine. Les températures chutaient rapidement dans le centre de l'Ohio, et les journalistes se renseignaient auprès des refuges sur les lits, le chauffage et la capacité pour les fêtes. Il pourrait passer ce soir, a-t-elle dit. Ou il pourrait oublier que nous existons. Ça dépend de ce qui prend feu en premier. Je l'ai à peine enregistré. Je rejouais encore la voix de Marc dans ma tête. Ce sera plus simple si tu n'es pas dans les parages. À 10h03, je suis arrivé sur le petit parking de Arbor House. Mon téléphone a vibré avant que je puisse couper le moteur. Sophie. Où es-tu? J'ai fixé le message. Puis un autre est apparu. Papa a dit que tu avais décidé de nous donner du temps en famille. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Et soudain, ce qui faisait le plus mal n'était pas que Marc m'ait demandé de partir. C'était qu'il s'était assuré que tout le monde croyait que partir avait été mon idée. Je suis resté assise sur le parking de Arbor House, le moteur toujours en marche et le message de Sophie brillant sur mon téléphone. Papa a dit que tu avais décidé de nous donner du temps en famille. Pendant une seconde, je me suis senti embarrassé d'une manière qui n'avait aucun sens. Je n'avais pas menti. Je n'avais rien fait de mal. Pourtant, j'étais là, assis seul dans mon VUS la veille de Noël, me sentant comme si j'avais été prise en train de faire quelque chose de honteux. Je l'ai appelée. Elle a répondu immédiatement. Claire? As-tu demandé à ton père de me dire de ne pas rentrer à la maison ce soir? Silence. Puis, quoi? Réponds-moi juste. Non, bien sûr que non. Et Evan? Non. J'ai fermé les yeux. À travers le pare-brise, je pouvais voir Ruth à l'intérieur du hall du refuge, portant une boîte en carton contre sa hanche. La voix de Sophie a changé.
Attends, qu'est-ce que papa t'a dit? Il a dit que toi et Evan vouliez du temps avec votre vraie mère. Oh mon Dieu! Il n'y avait aucune hésitation dans sa réaction, aucune culpabilité, aucune excuse maladroite, juste du choc. Maman a dit qu'elle pourrait se sentir bizarre d'être chez vous, a dit Sophie. C'est tout. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait que tu partes. Ton père a dit que ce serait plus simple. Pour qui? C'est ce que j'ai demandé. Sophie a juré à voix basse. Je l'appelle. Non, Sophie. Ne le fais pas. Pourquoi pas? Parce que je ne vais pas faire de toi un arbitre pour le mariage de ton père la veille de Noël. Il nous a menti. Oui. Et il t'a menti. Oui. Alors pourquoi le protèges-tu? Celle-là a frappé plus fort que prévu. J'ai baissé les yeux sur mes genoux. Je ne le protège pas. Cela sonnait moins convaincant à voix haute. Sophie s'est adoucie. Rentre à la maison. J'ai failli dire oui. Vraiment. Je me suis imaginé remonter High Street, porter mon sac de voyage dans la maison, regarder le visage de Marc quand je franchirais la porte. Une partie de moi désirait ardemment ce moment. Mais rentrer à la maison à ce moment-là aurait transformé toute la soirée en dispute. Denise aurait été mal à l'aise pour de vrai. Evan et Sophie auraient été en colère, et Marc aurait trouvé un moyen de faire de mon retour le problème. Je reste où je suis ce soir, ai-je dit. Où es-tu? À Arbor House, le refuge. Ruth avait besoin d'aide. Sophie a soupiré. Bien sûr qu'elle en avait. J'ai souri malgré moi. Profite de ta mère. Je le pense sincèrement. C'est horrible. Alors ne rends pas les choses pires. Après avoir raccroché, je suis resté assise une minute de plus avant de couper le moteur. Ruth m'a accueilli à la réception. Elle a regardé mon sac de voyage. C'est si grave que ça. Tu as un tablier? Elle m'en a tendu un. Avant ça, tu as besoin de café ou de conseils juridiques? Café. C'est moins cher. J'ai noué le tablier autour de ma taille. Ruth a étudié mon visage. Alors, que s'est-il passé? Je lui ai donné la version courte. Mon mari m'a demandé de ne pas rentrer pour Noël parce que son ex-femme vient. Ruth a cligné des yeux. Dans ta maison? Oui. Ton mari t'a exclu de ton propre Noël. Il appellerait ça réduire la tension. Elle m'a tendu une pile d'assiettes en carton. Les hommes ont rebaptisé de pires décisions. J'ai ri. J'en avais besoin. Arbor House n'était pas luxueux. C'était un vieil immeuble en briques près de l'est de la ville avec un sol dépareillé, des dalles de plafond institutionnelles et un hall d'entrée qui sentait toujours un peu le café et la lessive. Mais cet après-midi-là, il était vivant. Quelqu'un avait scotché des flocons de neige en papier aux fenêtres. Il y avait des jouets donnés alignés contre un mur. Une épicerie locale avait envoyé des plateaux de dinde et de purée de pommes de terre. J'ai rencontré Keisha Monroe alors que nous déballions des petits pains. Elle avait 39 ans, le regard vif, fatigué et drôle d'une manière sèche que j'ai immédiatement aimé. Son fils Marcus avait 9 ans. Sa fille Tiana en avait 6. Marcus n'arrêtait pas de subtiliser des petits pains. Keisha l'a attrapé à son 3e. Si je vois un autre petit pain disparaître dans ce sweat à capuche, je te fais payer un loyer. Marcus a souri. À une autre table, Monsieur Franklin, un électricien à la retraite de 71 ans, essayait de démêler des guirlandes de Noël. Il a brandi le nœud. C'est pour ça que je travaillais dans le câblage. Les bâtiments ont un sens. Les guirlandes de Noël sont diaboliques. Pendant quelques heures, j'ai cessé de penser à Marc. J'ai servi à manger. J'ai resservi du café. J'ai aidé Tiana à scotcher le coin déchiré d'un sac à dos. Rien d'héroïque, juste utile. Vers 16h30, mon téléphone a vibré. Une photo de Sophie. La salle à manger de ma maison, ma table, mon centre de table. Denise était assise près du bout avec un pull rouge. Marc se tenait derrière elle, versant du vin. Evan regardait son assiette. La première chose ridicule que j'ai remarquée, c'est que le centre de table était de travers. Marc ne remarquait jamais les centres de table. Je les redressais toujours.
Puis Evan m'a envoyé un texto séparé. C'est bizarre. J'ai fixé ça un moment, puis j'ai tapé, alors profitez les uns des autres et ne rendez pas les choses pires ce soir. J'ai rangé le téléphone. À 17h40, quelque chose a cogné assez fort dans le couloir du fond pour que tout le monde arrête de parler. Quelques secondes plus tard, Ruth est passée en courant devant la salle à manger. Franklin. Il a laissé tomber la guirlande lumineuse. Qu'est-ce qui se passe? L'annexe. Je les ai suivis. L'eau se répandait déjà sur une partie du vieux couloir. Pas une inondation. Rien d'assez dramatique pour un film. Juste une canalisation éclatée au pire endroit possible par l'une des nuits les plus froides de l'année. L'eau goûtait d'une dalle de plafond. Quelqu'un a crié qu'un des disjoncteurs avait sauté. Le réfrigérateur de la cuisine latérale s'est éteint. Ruth a mis ses deux mains sur sa tête. Vous vous moquez de moi. Monsieur Franklin s'est accroupi près du panneau. Tout le monde, éloignez-vous de ce mur. Plusieurs familles avaient des chambres dans cette section. Nous avons commencé à déplacer des sacs, des couvertures, des médicaments, des manteaux d'enfants. Ruth a commencé à passer des appels. Moi aussi. Grâce au travail de Marc, je connaissais quelques entrepreneurs. Mon pouce a survolé son nom. Pendant une seconde stupide, j'ai failli appeler. Puis je l'ai imaginé debout dans notre salle à manger, versant du vin pendant que je lui demandais de me sauver d'un autre problème. Non. J'ai appelé à la place un client de la gestion immobilière de la coopérative de crédit. Il m'a donné le numéro d'un plombier d'urgence prêt à se déplacer. Le plombier pouvait envoyer une équipe, mais comme c'était le réveillon de Noël, ils avaient besoin d'un acompte d'abord. Ruth a essayé d'appeler le trésorier du refuge. Pas de réponse. Bien sûr, a-t-elle marmonné. Combien, ai-je demandé. 3800. J'ai sorti ma carte de crédit. Ruth m'a regardé fixement. Claire. Ils me rembourseront. Je sais, mais tu veux que le tuyau soit réparé? Elle a soupiré. Je commence à comprendre pourquoi ton mari pense que tu es autoritaire. Je l'ai regardée. Puis elle a souri. Trop tôt? Très. À 20h30, nous avions déplacé les familles de la section endommagée, isolé la zone et des chauffages portables arrivés d'une église voisine. C'est à ce moment-là que le téléphone de Ruth a sonné. Elle a répondu, a écouté, puis m'a regardé. Oh, quoi? L'équipe de télé dont je t'ai parlé. Je me suis figé. Ils arrivent. Ils couvraient déjà les refuges pour le froid dans l'est de la ville. Quelqu'un a entendu que nous avions perdu une partie de l'annexe. Ruth a regardé l'horloge. Dans 20 minutes. Super. Je vais me cacher. Elle a regardé la tache de sauce sur mon pull. Je ne pense pas que quelqu'un va te confondre avec la porte-parole. À 20h58, des phares ont balayé les fenêtres avant. Une camionnette de presse blanche est entrée dans le parking. 2 personnes sont sorties et ont commencé à décharger du matériel de caméra. Je me suis tourné vers Ruth. Je suis sérieuse. Ne me mets pas à la télévision. Ruth a levé les 2 mains. Je ne le ferai pas. Puis elle a fait une pause. Sauf s'il le demande. La journaliste s'appelait Maya Bennett. Elle est entrée vêtue d'un manteau bleu marine, tenant un microphone dans une main et s'excusant d'avoir mis du sel sur le sol. Derrière elle, le caméraman a jeté un rapide coup d'œil au hall, puis a commencé à s'installer près de l'entrée. Ruth s'est approchée pour les rencontrer. Je me suis déplacé dans l'autre direction. C'était mon plan. Rester utile. Rester hors du champ. Facile. Pendant environ 6 minutes, ça a marché. Maya a d'abord interviewé Ruth. Elles ont parlé de la vague de froid, de la canalisation éclatée, des familles qui ont dû être déplacées de l'annexe et du nombre de lits disponibles au refuge. Puis elle a parlé à Monsieur Franklin. Il avait réussi à démêler les guirlandes de Noël entre-temps, ce que je considérais comme le vrai miracle de la soirée. Je transportais une boîte de produits de toilette donnée dans le couloir quand Maya m'a arrêté. Excusez-moi. Je me suis retourné. Elle a montré la boîte. Vous travaillez ici? Non, je suis bénévole de temps en temps. Que faites-vous ce soir?
J'ai regardé Ruth. Ruth a détourné le regard. Traîtresse. J'aide, ai-je dit. Maya a souri. Ça, je l'avais compris. La caméra était déjà pointée vers nous. Je suis immédiatement devenue consciente de tout ce qui n'allait pas chez moi. Mes cheveux avaient abandonné des heures plus tôt. Mon pull avait de la sauce sur une manche. Il y avait une tache humide près du genou de mon jean à force de déplacer des boîtes hors de l'annexe. Je ressemblais exactement à une femme de 52 ans qui avait passé le réveillon de Noël à transporter les affaires des autres loin d'une canalisation cassée, ce qui, pour être honnête, était exact. Maya a demandé, « Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir ?» J'aurais pu lui dire la vérité. J'aurais pu dire, mon mari m'a demandé de quitter ma propre maison parce que son ex-femme venait. Je lui aurais donné assez de drame familial pour un spécial des fêtes entier. Au lieu de cela, j'ai dit, mes plans ont changé ce matin. Maya a attendu. Les journalistes sont doués pour le silence. J'ai souri. Ruth avait besoin d'aide. C'est tout ce qu'elle a eu. Un peu plus tard, elle a appris par Ruth que j'avais mis la compte du plombier sur ma carte. J'étais agacé. Ruth? Quoi? Tu n'avais pas besoin de lui dire ça. Elle a demandé comment nous avions fait venir l'équipe. Ils vont me rembourser. Je lui ai dit ça aussi. Maya nous a entendus nous disputer et a ri. Alors, vous n'avez pas fait don de $3 800? Non. Je l'ai juste avancé pour que le plombier vienne. Oui. Elle a hoché la tête. C'est quand même quelque chose. C'est une carte de crédit. Ne faisons pas de moi Eleanor Roosevelt. Ça a fait rire le caméraman. J'ai immédiatement regretté de l'avoir dit. À 22h30, le pire de la crise était sous contrôle. La section endommagée avait été fermée. Les familles étaient temporairement installées dans d'autres chambres et espaces communs. Quelqu'un d'une église a apporté des couvertures supplémentaires. Un restaurant a envoyé 2 plateaux de macaroni au fromage après avoir entendu ce qui s'était passé. L'endroit avait l'air en désordre, bondé et fatigué. Il avait aussi l'air chaleureux. Maya m'a posé une dernière question avant de partir. Que retenez-vous d'une nuit comme celle-ci? Je détestais ce genre de questions. Elles semblent toujours simples jusqu'à ce que quelqu'un pointe une caméra sur vous. J'ai pensé à dire quelque chose de sûr. La communauté est importante. Les gens se rassemblent. L'esprit de Noël. Au lieu de cela, j'ai regardé à travers la pièce. Marcus était assis par terre, aidant sa petite sœur à réemballer un cadeau qu'elle avait accidentellement ouvert. Monsieur Franklin buvait du café dans un gobelet en polystyrène. Ruth parlait au plombier, une main pressée contre le bas de son dos. Et j'ai pensé à la table de la salle à manger à la maison, celle avec 6 places. Parfois, on n'a pas le Noël qu'on avait prévu, ai-je dit. On essaie juste d'être utile là où on est. Maya a hoché la tête. Merci. Puis ils ont remballé et sont partis. Je pensais que c'était la fin. Ce n'était pas le cas. De retour chez moi, les choses s'aggravaient apparemment. J'ai appris les détails plus tard de Sophie. Après notre conversation, elle avait confronté Marc dans la cuisine. Tu as dit à Claire que nous voulions qu'elle parte. Marc a baissé la voix. Je ne l'ai pas dit comme ça. Comment l'as-tu dit? J'ai dit que ce serait plus simple. Pour qui? Marc lui a dit que Denise était déjà mal à l'aise. C'est à ce moment-là que Denise est entrée. Mal à l'aise à propos de quoi? Personne n'a répondu tout de suite. Sophie a finalement dit, papa a demandé à Claire de ne pas rentrer ce soir parce que tu venais. Denise a fixé Marc. Tu as fait quoi? Marc a essayé de prendre ça à la légère. Tu as dit que ce serait peut-être gênant. J'ai dit que je me sentais gêné de venir chez elle. Je n'ai pas dit de l'en chasser. Je n'ai chassé personne. Denise a regardé la salle à manger. Alors où est-elle? Selon Sophie, ça l'a fait taire pendant plusieurs secondes. Puis Marc a fait ce que Marc faisait souvent quand il se sentait acculé. Il a changé de sujet, passant de ce qu'il avait fait à ce qui n'allait supposément pas chez moi. Claire contrôle tout de toute façon, a-t-il dit. Denise a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent, l'emploi du temps,
ce que nous faisons, quand nous le faisons. Elle a toujours un avis. Sophie a dit, « Papa, elle gère les factures parce que tu détestes le faire. » Ce n'est pas la question. Denise l'a fixé un peu plus longtemps. Puis elle a dit quelque chose dont Sophie s'est souvenue mot pour mot. « Tu sais ce qui est drôle. » Marc n'a pas répondu. « Tu avais l'habitude de dire aux gens que j'étais la raison pour laquelle tu ne pouvais jamais t'en sortir. » Apparemment, son visage a changé. Denise a continué. Femme différente. Même histoire. Sophie a dit que personne n'a parlé après ça. Vers 23 heures, son téléphone a vibré. Un collègue lui avait envoyé un message. N'est-ce pas clair sur la chaîne 6? Ils ont allumé la télévision. Le reportage se terminait déjà, alors Sophie l'a rembobiné. Ils ont regardé le refuge, la canalisation éclatée, les familles déplacées. Ruth expliquant le problème. Puis ils m'ont vu. J'étais là, portant une boîte, mes cheveux s'échappant de ma pince. Puis un autre plan de moi tendant du café à Monsieur Franklin. Puis la voix de Maya expliquant que les bénévoles avaient aidé à maintenir le refuge en fonctionnement pendant que les réparations étaient organisées. Enfin, mon interview. Mon visage remplissait leur écran de télévision. Parfois, on n'a pas le Noël qu'on avait prévu. On essaie juste d'être utile là où on est. Personne dans cette salle à manger n'avait besoin d'explications. Ils savaient exactement pourquoi mes plans de Noël avaient changé. À minuit 14, mon téléphone a sonné. Je rangeais des chaises pliantes. Marc. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie vocale. Puis j'ai répondu. Allô. Silence. Claire. Oui. Une autre pause. Sa voix semblait étrange, pas en colère, pas désolée non plus, juste stupéfaite. Pourquoi passes-tu aux informations? Je pouvais entendre des voix derrière lui. La télévision, Sophie, peut-être Evan, ils étaient tous là, à regarder. Et soudain, j'ai compris ce que Marc demandait vraiment. Pas pourquoi les journalistes étaient là. Pourquoi m'étais-je retrouvé quelque part où les gens m'appréciaient après qu'il eut décidé que ma présence était inopportune? Parce que quelqu'un avait besoin de moi ce soir, ai-je dit. Claire, Joyeux Noël, Marc. J'ai mis fin à l'appel. Ma main tremblait un peu. J'aimerais pouvoir dire que je me sentais puissante. Surtout, je me sentais fatigué et triste pendant environ 10 secondes. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Sophie. J'ai failli ignorer celui-là aussi. Quelque chose m'a fait répondre. Salut. Sa voix était différente maintenant. Plus basse, instable. Claire. Maman vient de me dire quelque chose. J'ai arrêté de plier les chaises. Quoi? Apparemment, papa parle de toi depuis des mois. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire par parler de moi? Sophie a pris une profonde inspiration. Comme quoi, tu es la raison pour laquelle il est malheureux. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Quand j'ai quitté Arbor House, le plombier avait maîtrisé la fuite. Les familles de l'annexe avaient des endroits où dormir, et Ruth m'avait promis 3 fois de suite que le refuge rembourserait ma carte de crédit dès que le trésorier ferait surface. Je me suis enregistré dans un hôtel modeste près du centre-ville au lieu de rentrer chez moi. À 7h12 le matin de Noël, je me suis réveillé au son du chauffage qui bourdonnait sous la fenêtre. Pendant quelques secondes, je ne me suis pas souvenu où j'étais. Puis j'ai vu mon sac de voyage sur la chaise. Tout est revenu. Marc, Denise, les nouvelles, l'appel de Sophie. J'ai fait du café avec la petite machine à côté de la télévision et je me suis assise sur le bord du lit. Le matin de Noël avait toujours été bruyant chez nous. Marc demandant où nous gardions les piles de rechange. Sophie volant du bacon avant que le petit déjeuner ne soit prêt. Evan prétendant qu'il était trop vieux pour une chaussette de Noël, puis la vérifiant avant tout le monde. Ce matin-là, j'avais de la crème en poudre et un gobelet en papier. C'est là que j'ai pleuré. Pas longtemps. Il n'y a pas eu d'effondrement dramatique. Je suis juste restée assise là, les larmes coulant sur mon visage pendant que je buvais un café horrible. Il me manquait. C'était la vérité qui dérange. On peut être furieux contre quelqu'un et qu'il vous manque quand même. À 7h36,
Marc a envoyé un texto, « Pouvons-nous s'il te plaît ne pas faire exploser 11 ans pour un mauvais réveillon de Noël ?» Je l'ai fixé. Puis je l'ai relu. Ce qui me dérangeait n'était pas ce qu'il écrivait. C'était ce qu'il n'écrivait pas. Il ne disait pas, « Je suis désolé de t'avoir demandé de partir ». Il ne disait pas, « J'ai menti aux enfants ». Il ne disait pas, « Je t'ai mise dans l'embarras ». Son inquiétude était que nous puissions faire exploser le mariage. Comme si notre mariage était un vase posé entre nous et que j'étais celle qui tenait le marteau. J'ai posé le téléphone face contre table. Vers 9 heures, Sophie a appelé. « Je t'ai réveillé ?» Non. Maman m'en a dit plus. J'ai regardé par la fenêtre. D'accord. Elle a hésité. Papa l'appelle depuis combien de temps? Des mois. Apparemment. Ma première pensée a été une liaison. Je n'en suis pas fier, mais je ne vais pas mentir non plus. Mon estomac s'est serré. Sophie a dû entendre quelque chose dans mon silence. Pas comme ça, a-t-elle dit rapidement. Maman a été très claire. Rien de romantique. J'ai respiré de nouveau. Alors pourquoi? Pour se plaindre de toi. Ça a fait mal à un autre endroit. Selon Denise, Marc avait créé une version entière de notre mariage que je reconnaissais à peine. Je contrôlais l'argent. Je décidais où nous allions. Je n'aimais pas qu'il ait Evan et Sophie. J'en voulais à Denise. Je critiquais sa carrière. Une partie était astucieuse car elle contenait juste assez de vérité pour paraître crédible. Je gérais bien nos finances domestiques parce que Marc détestait le faire. Je m'occupais du calendrier parce que Marc avait une fois programmé un week-end de golf pendant le dîner du 70e anniversaire de sa propre mère. Je remettais en question les gros achats parce que c'est ce que les couples mariés sont censés faire quand l'argent appartient aux deux. Mais dans la version de Marc, tout le contexte disparaissait. La responsabilité devenait du contrôle. Sophie, ai-je dit, j'ai besoin que tu restes en dehors de ça maintenant, mais je suis sérieuse. Tu m'as dit ce que j'avais besoin de savoir. Tu rentres plus tard? Après avoir raccroché, j'ai ouvert notre application bancaire. Pas pour prendre quoi que ce soit, pas pour geler quoi que ce soit. Je voulais regarder. Il y avait plusieurs transactions que j'avais remarquées auparavant, mais que je n'avais jamais examinées de près. Un virement de 1200 $ à Evan, 9 cents à Sophie, quelques montants plus petits sur plusieurs mois. J'ai appelé Evan. Il a répondu d'un air nerveux. Joyeux Noël. Malgré tout, j'ai ri. Joyeux Noël. Est-ce que ton père t'a donné 1200 $ pour la réparation de la voiture? Silence. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a dit que ça venait de lui. Cette phrase m'a tout dit. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu as l'air en colère. Je suis marié à ton père. Ce sont des problèmes distincts. Il a ri faiblement. Puis j'ai rappelé Sophie. Les 900 $ avaient aidé avec les frais de déménagement. Encore une fois, j'aurais probablement accepté les deux. Ce n'était pas la question. Marc avait discrètement dépensé notre argent commun pour aider ses enfants tout en disant à Denise que je ne le laissais pas aider ses enfants. Il voulait que je gère tout. Il ne voulait juste pas la responsabilité des décisions qu'il prenait à l'intérieur. À midi, j'en avais assez d'être assise dans cet hôtel. J'ai pris une douche, mis des vêtements propres et suis rentré à la maison. Le VUS d'Evan était toujours dans l'allée. La voiture de location de Denise aussi. Apparemment, personne n'avait été pressé de partir. Quand je suis entré, la maison sentait le café et les restes de jambon. Denise s'est levée la première. Claire, salut. Je te dois des excuses. J'ai posé mon sac à côté des escaliers. As-tu demandé à Marc de me dire de partir? Non. Alors tu ne me dois pas ces excuses. Marc est sorti de la cuisine. Il avait l'air terrible. Pouvons-nous parler en privé? Non. Ses sourcils se sont haussés. Claire, si nous discutons de pourquoi je n'ai pas été autorisé dans ma propre maison pour Noël, je ne vais pas prétendre que c'est privé maintenant. Personne n'a bougé. J'ai enlevé mon manteau. Puis j'ai regardé directement Marc. Est-ce qu'Evan t'a demandé de me dire de partir? Non.
Est-ce que Sophie le savait? Non. Est-ce que Denise le savait? Il s'est tourné vers elle. Elle ne l'a pas aidé. Non. J'ai hoché la tête. Alors de qui était l'idée? Sa mâchoire s'est crispée. La mienne. C'était là. Claire. Plus aucun malentendu derrière lequel se cacher. Marc a commencé à expliquer. Je pensais que ce serait plus simple pour tout le monde. Tu as été si tendue ces derniers temps, et honnêtement, Claire, tu contrôles beaucoup de choses par ici. Denise a émis un petit son, pas tout à fait un rire. Marc s'est retourné. Quoi? Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise. Tu sais ce qui est drôle, Denise? S'il te plaît. Tu avais l'habitude de dire aux gens que j'étais la raison pour laquelle tu ne pouvais pas t'en sortir. Le visage de Marc a changé. Elle m'a regardé, puis de nouveau lui. Femme différente, même histoire. La pièce est devenue silencieuse, et pour la première fois, je ne voyais pas le comportement de Marc de l'intérieur de notre mariage. Je voyais un schéma. Puis Evan a posé son café. Papa, dis-lui pourquoi tu voulais que maman soit là. Marc a tourné brusquement la tête vers lui. Reste en dehors de ça. Evan n'a pas bronché. Non, tu nous as tous entraînés là-dedans. J'ai regardé entre eux. De quoi parle-t-il? Marc n'a rien dit. Evan a secoué la tête. Ce n'est pas rien. Puis il m'a regardé. Papa ne planifiait pas seulement le dîner de Noël. Mon estomac s'est noué. Il voulait que nous aidions à te convaincre de quelque chose. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'Evan parlait de Denise. Peut-être que Marc voulait que les enfants me convainquent qu'elle devrait venir plus souvent. Peut-être qu'il voulait qu'elle reste avec nous quelques semaines pendant qu'elle se réinstallait en Ohio. J'avais tort. Me convaincre de quoi? Marc s'est frotté les deux mains sur le visage. Evan, ce n'est pas le moment. Evan a regardé autour de la salle à manger. Quand serait-ce mieux? Personne n'a répondu. Finalement, Marc a tiré une chaise. Assieds-toi, Claire. Je suis bien debout. Il a soupiré. Il y a une opportunité d'affaires que j'étudie. Cette phrase m'a immédiatement dit où cela menait. Gary Palmer. Marc a semblé surpris. Tu es au courant pour Gary? Bien sûr que je suis au courant pour Gary. Tu m'as montré ces chiffres en octobre. Denise, qui buvait tranquillement son café, a baissé sa tasse. Gary Palmer? Marc l'a ignoré. L'entreprise était une petite distribution de CVC commerciale que Gary voulait développer. Marc travaillait dans la vente de CVC depuis des années, et je comprenais pourquoi l'idée lui plaisait. Il avait 57 ans. Il en avait assez des quotas, des réunions régionales et des jeunes managers lui demandant de mettre à jour les informations clients dans des logiciels qu'il détestait. Gary lui offrait une chance de posséder quelque chose. Je ne m'étais jamais moqué de ça. Mais l'investissement était d'environ 85 000 $, et les projections de Gary avaient l'air assez optimistes pour m'inquiéter. Marc voulait utiliser une partie de son argent de retraite et couvrir le reste avec une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Notre ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Je lui avais dit exactement ce que j'en pensais. Si tu veux risquer de l'argent qui est légalement le tien, je ne peux pas t'en empêcher. Mais je ne mets pas notre maison en garantie pour ces chiffres. Apparemment, dans la mémoire de Marc, cette conversation était devenue autre chose. Tu as mis fin à la discussion avant même que nous en discutions. Il a dit, nous en avons discuté pendant 2 heures. Tu avais déjà décidé. Oui, j'avais décidé que je ne signerais pas de prêt contre notre maison. Marc a regardé vers Evan. Ce petit regard m'en a dit plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Je me suis tourné vers Evan. Qu'est-ce que ton père t'a dit? Evan a hésité. Que tu ne le laissais pas investir et que tu étais trop prudente. Marc a interrompu. Ce n'est pas déraisonnable. J'ai regardé Sophie. Son visage m'a dit qu'elle l'avait entendu aussi. Puis j'ai regardé Denise. Pourquoi voulait-il que tu sois là? Elle a secoué la tête lentement. Je ne savais pas que c'était de ça qu'il prévoyait de parler. Marc s'est penché en avant. Je voulais juste que des gens qui me connaissent entendent ma version.
Et soudain, tout l'arrangement du réveillon de Noël a pris sens. Il n'avait pas voulu Denise là seulement parce qu'elle était la mère des enfants. Il voulait un public qui ne m'incluait pas. Denise avait toujours été plus à l'aise avec le risque que moi. Marc le savait. Il pensait qu'elle l'encouragerait. Puis Evan et Sophie pourraient suivre. Après Noël, ils pourraient venir me voir avec 4 voix au lieu d'une. Pas, je pense que tu as tort, Claire. Mais tout le monde pense que tu as tort. Je l'ai fixé. Tu allais leur parler de Gary hier soir. Marc n'a pas répondu. Tu voulais que je sois hors de la maison pour que tu puisses parler de nos finances sans moi. Ce sont mes enfants. Et Denise est ton ex-femme. Cela affecte mon avenir. Cela affecte notre maison. Sa voix s'est élevée. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Transformer tout en chiffres et en règles. Parce que les hypothèques sont des chiffres et des règles, Marc. Denise a soudainement parlé. Attends. Nous l'avons tous les deux regardé. C'est Gary Palmer? Oui, a dit Marc avec impatience. Le gars du yaourt glacé? Evan a froncé les sourcils. Quel gars du yaourt glacé? Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Denise a presque souri. En 2009, Gary a essayé de convaincre ton père d'investir dans une de ses franchises de kiosques à yaourt glacé. Marc a grogné. C'était complètement différent. Tu as dit ça aussi à l'époque. Même Sophie a ri. Juste une fois. Elle a immédiatement couvert sa bouche. Je n'aurais probablement pas dû trouver ça drôle. Je l'ai trouvé. Puis la pièce s'est de nouveau calmée. J'ai regardé Marc. Tu n'avais pas besoin que je parte parce que Denise était mal à l'aise, Claire. Tu avais besoin que je parte parce que je suis plus difficile à contredire quand je suis assise dans la pièce. Il m'a fixé. Personne ne l'a secouru. C'était la première fois de la journée que je voyais quelque chose comme de la honte traverser son visage. Je ne mentais pas. Tu as dit aux enfants que je m'étais porté volontaire pour partir. Silence. Tu as dit à Denise que je ne te laissais pas aider tes enfants alors que tu prenais de l'argent de notre compte joint sans me le dire. Ses yeux se sont tournés vers Evan. Et maintenant j'apprends que tu voulais que tout le monde soit assis autour de ma table de salle à manger pour discuter d'un prêt contre ma maison pendant que j'étais dans un hôtel. Notre maison, a-t-il corrigé. Exactement. Ça l'a fait taire. Je me suis enfin assise. Mes jambes commençaient à trembler et je ne voulais pas que quelqu'un le remarque. Il y a autre chose que tu devrais savoir, ai-je dit. Marc a froncé les sourcils. Quoi encore? En septembre, je t'ai demandé d'aller en thérapie de couple avec moi. Sophie a regardé son père. Marc s'est agité sur sa chaise. Je me souviens. Tu as dit que nous n'avions pas besoin qu'un étranger juge notre mariage. Ce n'est pas exactement. C'est assez proche. J'ai regardé autour de la table. Apparemment, les étrangers n'étaient pas le problème. Tu voulais juste choisir le jury. Denise a baissé les yeux, cachant un sourire. Marc non. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il demandé. Je dis que je pars pour un moment. Son visage a changé immédiatement. Quoi? Je vais trouver un appartement meublé. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Claire, allez. Et j'ai fini de gérer ta vie personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes factures sont les tiennes. Tes rendez-vous sont les tiens. Les cadeaux pour ta famille sont les tiens. Se souvenir des anniversaires pour toi est à toi. Si tu as besoin de dire quelque chose à tes enfants, tu les appelles. Tu me punis. Non. Je me suis surprise de mon calme. Je te rends ta vie. Il a semblé presque offensé par l'idée. J'ai continué, je paierai ma part de nos obligations domestiques. Rien ne change là-dessus. Mais je ne signe rien en rapport avec l'entreprise de Gary, et cette maison ne garantira pas cet investissement. Marc s'est penché en arrière. Alors, tout le monde est contre moi. Denise lui a lancé un regard las. Personne n'est contre toi, Marc. Il a secoué la tête. C'est pourtant l'impression que ça donne. Tu as passé des années à te plaindre que Claire gère tout.
Elle a fait un geste vers moi. Maintenant, elle te laisse te gérer toi-même. Puis elle a demandé très doucement, pourquoi est-ce que ça te fait peur? Personne n'a ri à celle-là. Sophie a fait le tour de la table et s'est tenue à côté de moi. Je suis désolée, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin de t'excuser. J'aurais dû t'appeler hier matin. Ton père n'aurait pas dû te mettre dans cette position. Evan s'est frotté les paumes. Tu sais que tu es toujours la personne que j'appelle quand quelque chose ne va pas. Je lui ai souri. Je sais. Donc ça ne change pas. Je t'aime, Evan. Je répondrai au téléphone. Puis j'ai jeté un coup d'œil à Marc. Je ne ferai juste plus la part de ton père pour lui. Marc m'a regardé longuement. Tu pars vraiment ce soir? Pour Noël. C'était encore ça. Une version plus petite de son texto de ce matin. Un mauvais réveillon de Noël. Une mauvaise décision. Comme si tout avait commencé à 6h17 la veille. Je me suis levé et j'ai pris mon sac de voyage. Non, Marc. J'ai regardé la pièce que j'avais décorée pour une fête à laquelle on m'avait demandé de ne pas assister. Noël m'a juste montré ce qui était déjà là. Et cette fois, quand j'ai franchi la porte d'entrée, Marc n'était pas soulagé. J'ai loué un appartement meublé à Dublin 3 jours après Noël. C'était au 3e étage d'un complexe près de Sawmill Road avec de la moquette beige, un petit balcon et une cuisine conçue pour quelqu'un qui considérait un micro-ondes comme une collection d'appareils. J'ai signé pour 3 mois. Marc pensait que je serais rentré plus tôt. Je le savais parce que le deuxième soir, il a appelé et a dit, « Tu as vraiment pris un appartement ?» Oui. Je pensais que tu voulais dire que tu avais besoin de quelques jours. J'ai dit, je ne savais pas combien de temps. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Cette question m'a dit que nous avions encore du travail à faire. Ce que tu veux, Marc. Tu as l'air plutôt doué pour ça. Je l'ai regretté dès que je l'ai dit. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que je ne voulais pas que notre séparation devienne une compétition pour savoir qui aurait la meilleure réplique. Alors, j'ai ajouté, en fait, dis-leur la vérité. Il n'a pas répondu. Les premières semaines n'ont pas été satisfaisantes. C'est quelque chose que les gens omettent quand ils parlent de fixer des limites. On ne se réveille pas soudainement en se sentant puissant chaque matin. Parfois, on se réveille à 2h08 du matin dans une chambre inconnue en se demandant si on vient de faire exploser sa propre vie. Ma cuisine me manquait. Mon matelas me manquait. Même l'habitude ridicule de Marc de regarder les bulletins météo de 3 chaînes différentes comme si l'une d'elles pouvait négocier une meilleure prévision me manquait. 2 fois, j'ai failli faire mes valises. Mais chaque fois que j'imaginais rentrer à la maison, je me posais une question. Qu'est-ce qui est différent? Au début, la réponse était rien. Alors je suis resté. Marc a commencé à découvrir des choses. L'anniversaire de sa mère était en janvier. Pendant 11 ans, j'avais fait la réservation, acheté la carte, lui avais rappelé d'appeler son frère et avait généralement commandé le gâteau. Cette année-là, je n'ai rien fait de tout ça. À 16h15 cet après-midi-là, Marc m'a appelé. Où as-tu fait la réservation pour maman? Je ne l'ai pas faite. Silence. Oh. Tu devrais probablement appeler quelque part. Tu t'en occupes toujours. Je sais. Il y a eu une autre pause. Puis, étonnamment, il a dit, d'accord. Il a trouvé un restaurant lui-même. Ce n'était pas celui que sa mère préférait, mais tout le monde a survécu. Quelques semaines plus tard, il a acheté le cadeau d'anniversaire de Sophie et l'a accidentellement fait expédier à son ancien appartement. Il a réparé ça aussi. Puis, un avis d'assurance est arrivé. Il m'a appelé. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? L'as-tu lu? J'ai lu la première partie. Lis le deuxième paragraphe. J'ai attendu. Oh. Problème résolu. Je pense que oui. Bien. Je n'ai pas raccroché avec colère. Je ne l'ai pas secouru non plus. Cette différence était importante. Un après-midi, Evan a appelé son père pour chercher un ancien document d'assurance. Marc a dit automatiquement, demande à Claire. Puis il y a eu apparemment un long silence. Evan me l'a raconté plus tard.
Il avait dit « Papa ». Juste ça. Marc a trouvé le document lui-même. Ce n'était pas des désastres. C'était l'âge adulte. Pendant le premier mois, Marc a surtout ressenti mon absence comme un inconvénient. Puis quelque chose a changé. Il a arrêté de m'appeler chaque fois qu'il ne trouvait pas quelque chose. Plus important encore, il a commencé à corriger des choses que je ne lui avais pas demandé de corriger. Sophie m'a appelé un dimanche après-midi. Papa nous a dit quelque chose à Evan et moi. Je me suis préparé. Quoi? Il a dit que tu ne l'avais jamais empêché de nous aider. Je me suis assise. Il nous a dit que les virements provenaient de votre compte joint et qu'il aurait dû en discuter avec toi. Je n'ai rien dit. Il a aussi dit qu'il t'avait fait passer pour autoritaire parce qu'il ne voulait pas admettre que c'était toi qui gardais une trace de tout. Cela m'a plus touché que toutes les excuses que Marc m'avait faites directement, parce que je n'étais pas là. Il ne se donnait pas en spectacle pour moi. 6 semaines après le début de la séparation, il a appelé. J'ai trouvé un conseiller. Ça m'a surprise. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce qu'apparemment, te demander où tout se trouve n'est pas une stratégie de mariage. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. C'était la première fois que nous rions ensemble depuis Noël. J'ai accepté d'y aller. Lors de notre première séance, Marc a dit « J'ai pris une décision stupide le soir de Noël ». La conseillère, une femme nommée Dr Patel, l'a regardé. Quelle décision? Marc a froncé les sourcils. Demandez à Claire de partir. Et le fait de dire à vos enfants que c'était son idée. Il s'est agité. Et de discuter d'une décision financière commune quand elle n'était pas là. Une autre pause. Et de décrire la responsabilité comme du contrôle. Marc a baissé les yeux sur ses mains. Pour une fois, il n'a pas argumenté. Finalement, il a dit « D'accord ». Dr Patel a attendu. Marc a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas une seule décision. C'était la première excuse que j'ai crue. Pas parce qu'il a utilisé le mot « désolé », mais parce qu'il a enfin compris ce pourquoi il s'excusait. Il a également engagé un comptable indépendant pour examiner la proposition de Gary Palmer. Je n'ai pas choisi le comptable. Je n'ai pas assisté à la réunion. Je n'ai même pas demandé à voir le rapport. 3 semaines plus tard, Marc m'a retrouvé pour le déjeuner. Il dit que les projections de revenus de Gary sont trop optimistes. J'ai pris une gorgée de thé glacé. Vraiment? Et les réserves de trésorerie sont faibles. Sans blague. Et il pense que l'utilisation de la valeur nette de la maison à notre âge serait inutilement risquée. J'ai pincé les lèvres. Marc m'a pointé du doigt. Ne le fais pas. Je ne dis rien. Tu le dis avec ton visage. Finalement, il a soupiré. Tu avais raison. J'ai tendu la main. J'aimerais ça par écrit. Il m'a fixé. Puis il a attrapé une serviette en papier et a emprunté mon stylo. Claire avait raison à propos de Gary. Marc. Je l'ai toujours. Pendant ce temps, Arbor House a réparé l'annexe. Le reportage avait attiré des dons, et une entreprise de construction locale a fourni des matériaux à coût réduit. Pendant environ 2 mois, des étrangers m'ont parfois reconnu. Un après-midi chez Croget, un homme plus âgé m'a montré du doigt à côté des tomates. Vous êtes la dame de Noël. S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça. Il a souri. Trop tard. J'ai ri jusqu'au rayon des produits laitiers. Denise et moi ne sommes pas devenus amis. La vie n'est pas une comédie de situation. Mais au dîner d'anniversaire de Sophie en mars, elle m'a prise à part. J'aurais dû demander où tu étais cette nuit-là. J'aurais dû poser plus de questions il y a longtemps. Elle a hoché la tête. Marc peut rendre sa version très raisonnable. Oui. J'ai regardé à travers la pièce vers lui. Jusqu'à ce que les gens comparent leurs notes. Après 3 mois, j'ai prolongé mon bail pour 1 mois de plus. Marc ne s'est pas plaint. Ça aussi, c'était important. Fin avril, j'ai décidé de rentrer à la maison. Pas parce que tout était réparé. Ce n'était pas le cas. Nous voyons toujours le docteur Patel.
Marc gérait ses propres responsabilités et nous avions divisé les tâches ménagères d'une manière que nous aurions dû faire des années plus tôt. La semaine avant mon retour, je lui ai dit, rentrer à la maison n'est pas la ligne d'arrivée. Je sais. Et cette fois, je pensais qu'il le savait vraiment. Le Noël suivant, Sophie a organisé la fête. 3 semaines avant, elle m'a envoyé un texto. Tu viens, n'est-ce pas? J'ai écrit, tu me le demandes ou tu me l'ordonnes? Sa réponse est venue immédiatement. Je l'ordonne. Apporte la cocotte de haricots verts. Marc était assis en face de moi quand j'ai souri. Quoi? Je lui ai montré. Il a ri. Puis il m'a regardé un moment. Je suis content que tu viennes. Moi aussi. Et je le pensais. Pendant des années, j'ai pensé que maintenir une famille unie signifiait réparer les choses avant que quiconque ne remarque qu'elles étaient cassées. Ce que j'ai appris, c'est que parfois, les gens ne comprennent pas ce que vous avez porté jusqu'à ce que vous le déposiez enfin. Si vous avez déjà été la personne qui maintient discrètement une famille en marche, vous savez probablement à quel point ce travail peut devenir invisible. Avez-vous déjà dû cesser de le faire avant que les gens ne le remarquent enfin?